Paris, octobre 1988. Un homme quitte l'aéroport d'Orly après un vol de routine. Il téléphone à sa femme, prend un taxi, traverse une partie de la capitale, puis plus rien. Ni trace, ni corps, ni indice. Comme s'il s'était évaporé entre deux feux rouges. Pendant 34 ans, personne n'a su expliquer ce qui s'était vraiment passé. Jusqu'à ce qu'un badge oublié dans un carton poussiéreux fasse ressurgir une vérité enfouie depuis des décennies. Ce badge, déposé anonymement le lendemain de la disparition, n'avait jamais été rattaché au dossier. Il portait le nom de Marc Delcourt, 41 ans, cadre dans une société d'import-export. Un homme ordinaire, sans histoire, sans ennemi connu. Mais ce petit rectangle de plastique allait révéler un détail que personne n'avait vu venir. Un détail qui change tout. Cette affaire ne ressemble à aucune autre. Pas de violence apparente, pas de fuite organisée, pas de crise conjugale. Juste un homme qui rentre chez lui après un déplacement professionnel et qui ne franchit jamais la porte de son immeuble. Ce soir-là, Marc Delcourt a disparu dans une ville de plusieurs millions d'habitants. Et pendant plus de 3 décennies, personne n'a compris comment c'était possible. Marc Delcourt vit à Paris depuis une dizaine d'années. Il occupe un poste stable dans une entreprise de commerce international spécialisée dans les équipements industriels. Marié, père de 2 enfants encore jeunes, il mène une vie rangée, rythmée par des déplacements fréquents en Europe. Rien dans son comportement récent ne laisse présager un départ volontaire ou une crise personnelle. Sa femme et ses collègues décrivent un homme fiable, discret, parfois fatigué, mais jamais inquiet. Le 18 octobre 1988, Marc prend un vol Milan-Paris en fin d'après-midi. C'est un trajet qu'il effectue plusieurs fois par an. Il emporte avec lui une mallette contenant quelques documents professionnels, rien de confidentiel selon l'entreprise. L'avion atterrit à Orly à 18h20. Marc franchit le contrôle des passeports sans encombre, récupère sa valise et passe un coup de fil depuis une cabine publique du terminal. Sa femme décroche. Il lui dit qu'il vient d'atterrir et qu'il sera là dans une vingtaine de minutes. Le ton est calme, habituel, rien d'anormal. Elle raccroche en pensant le voir arriver bientôt. C'est la dernière fois qu'elle entend sa voix. Marc quitte ensuite l'aéroport par la sortie principale, monte dans un taxi de la file officielle et donne l'adresse de son domicile, avenue Émile Zola, dans le 15e arrondissement. Le chauffeur de taxi sera interrogé quelques jours plus tard. Il se souvient d'un client sans particularité, silencieux, qui n'a rien demandé d'inhabituel. Le trajet dure environ 30 minutes. Marc descend à quelques centaines de mètres de son immeuble, règle la course, récupère sa valise et s'éloigne à pied. Le taxi repart. C'est la dernière image confirmée de Marc Delcourt. Après cela, plus personne ne le voit, ne l'entend, ne le croise. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour ne manquer aucune affaire. Activez la cloche, likez cette vidéo et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez et à quelle heure. Ça nous aide énormément et ça nous permet de savoir où vous êtes dans le monde. Le soir même, la femme de Marc commence à s'inquiéter. 20 heures passent, puis 21 heures. Aucun signe de lui. Elle appelle plusieurs fois sur le fixe, sans réponse. Elle contacte des proches, puis finit par téléphoner à la police locale. On lui conseille d'attendre encore un peu. Les disparitions d'adultes ne sont généralement signalées qu'après 24 ou 48 heures. Mais elle insiste. Son mari n'est pas du genre à disparaître sans prévenir. Il devait être là depuis longtemps. Le lendemain matin, un signalement officiel est enregistré. La brigade territoriale du 15e arrondissement prend le dossier en main. Les premières vérifications montrent que Marc n'a pas utilisé sa carte bancaire, qu'aucun retrait n'a été effectué depuis son retour, qu'aucun appel n'a été passé depuis son domicile ou depuis un téléphone public identifié. Son appartement est intact. Aucun signe de départ précipité, aucune valise manquante, aucun mot laissé. Les enquêteurs interrogent rapidement le chauffeur de taxi. Celui-ci confirme avoir déposé un client correspondant à la description de Marc avenue Émile Zola, non loin de l'intersection avec la rue de la Convention. Il n'a rien remarqué d'anormal. Pas de véhicule suspect, pas de personne attendant sur le trottoir, pas d'échange verbal particulier. Marc est descendu, a payé, a pris sa valise et s'est dirigé vers l'est en direction de son immeuble situé à environ 300 mètres. Les services techniques vérifient les relevés téléphoniques. Le dernier appel passé par Marc est bien celui depuis la cabine d'Orly. Aucune autre communication n'est enregistrée après. Les cartes de crédit restent inutilisées.
Son compte bancaire ne bouge pas. Aucun prélèvement automatique anormal, aucun chèque encaissé. Marc Delcourt n'a laissé aucune trace numérique, aucune empreinte administrative ou financière depuis ce soir-là. L'enquête de voisinage commence dans les jours qui suivent. Les résidents de l'avenue Émile Zola et des rues adjacentes sont interrogés. Personne n'a vu Marc rentrer chez lui ce soir-là. Personne n'a remarqué un individu correspondant à son signalement entre 19h30 et 20h. Pas de cris, pas de bruit suspect, pas de véhicule arrêté brutalement. Rien. C'est comme si Marc avait disparu en pleine rue, sans témoin, sans altercation, sans violence apparente. Les collègues de Marc sont également entendus. Tous décrivent un homme sérieux, ponctuel, parfois fatigué par les déplacements professionnels, mais sans problème majeur. Aucun conflit au travail, aucune tension avec la direction, aucune dette connue. Marc n'a pas d'ennemi déclaré, pas de relation extra-conjugale avérée, pas de double vie apparente. Son employeur confirme que le déplacement à Milan était strictement professionnel et que rien d'inhabituel n'a été signalé lors de ce voyage. La piste de la disparition volontaire est rapidement écartée. Marc n'a laissé aucun message, n'a fait aucun retrait d'argent préalable, n'a vendu aucun bien, n'a liquidé aucun compte. Sa famille affirme qu'il n'avait aucune raison de fuir, aucun signe de dépression, aucune menace extérieure connue, aucun projet de départ évoqué. Les enquêteurs explorent malgré tout cette possibilité, mais rien ne vient l'étayer. Tous les proches sont formels. Marc n'avait aucune intention de disparaître. Les premières semaines d'enquête aboutissent à une impasse totale. Aucune piste solide ne se dessine. Les hypothèses s'accumulent sans jamais se confirmer. Enlèvement? Mais pourquoi aucune demande de rançon n'a été formulée? Accident? Mais où serait le corps? Crime passionnel? Mais aucun mobile n'apparaît. Règlement de compte? Mais Marc n'a aucun lien avec des milieux à risque. Chaque scénario se heurte à un mur. Les mois passent. L'affaire perd de son intensité médiatique. La famille continue de chercher, de solliciter les autorités, de plaçarder des avis de recherche. Mais les résultats restent nuls. Aucun appel pertinent, aucune nouvelle piste exploitable. Marc Delcourt est devenu un fantôme administratif, une présence qui s'efface lentement des registres, des mémoires, des conversations. En 1989, le dossier est classé sans suite. Disparition inexpliquée. Aucun élément probant pour relancer l'enquête. Les années s'écoulent. La femme de Marc refait peu à peu sa vie. Les enfants grandissent avec cette absence inexpliquée. Certains membres de la famille continuent de chercher des réponses. D'autres finissent par accepter l'idée qu'ils ne sauront jamais. Marc Delcourt devient un nom dans les archives froides, une affaire oubliée parmi des centaines d'autres. Un dossier rangé dans un carton, entreposé dans un local poussiéreux du commissariat du 15e. 34 ans plus tard, en 2022, une opération de tri et de numérisation des archives est lancée. Les vieux dossiers sont rouverts, les pièces sont scannées, les cartons sont inventoriés. C'est lors de ce désentassement qu'un agent tombe sur une enveloppe Kraft oubliée, scotchée au fond d'un carton portant la mention « Objet non rattaché ». À l'intérieur, un badge professionnel au nom de Marc Delcourt. Aucune mention dans le dossier d'origine, aucun procès verbal d'enregistrement. Ce badge aurait dû être une pièce centrale de l'enquête, mais il n'a jamais été versé au dossier. Une note manuscrite, presque illisible, indique qu'il a été déposé anonymement le 19 octobre 1988, soit le lendemain de la disparition, au commissariat du 15e. Mais personne n'a fait le lien avec l'affaire en cours à l'époque. L'objet a été égaré dans le flux administratif, oublié pendant plus de 3 décennies. Ce badge n'est pas un simple accessoire. Il porte un logo, un numéro d'identification et une mention de société. Mais surtout, il porte une trace que personne n'avait remarquée en 1988. Une petite étiquette collée au dos indiquant une adresse dans le 18e arrondissement. Une adresse qui ne figure nulle part dans le dossier d'origine. Une adresse que personne n'a jamais explorée. La découverte du badge relance immédiatement l'affaire. Un nouveau groupe d'enquêteurs se penche sur le dossier. Les archives sont passées au crible, les témoignages d'époque sont relus, et cette adresse du 18e devient la nouvelle priorité. Pourquoi ce badge a-t-il été déposé anonymement? Pourquoi porte-t-il cette étiquette? Qui l'a apporté au commissariat? Et surtout, que s'est-il passé à cette adresse le soir du 18 octobre 1988?
Les enquêteurs se rendent sur place. L'immeuble existe toujours. C'est un bâtiment des années 70, banal, sans particularité architecturale. Les anciens résidents sont difficiles à retrouver, mais certains noms apparaissent dans les registres municipaux. Quelques personnes acceptent de témoigner. Et c'est là que l'histoire prend un tour inattendu. Plusieurs témoins se souviennent d'un homme correspondant au signalement de Marc, aperçu dans l'escalier ce soir-là. Un témoin en particulier se rappelle avoir croisé un individu portant une mallette et une valise, l'air fatigué, qui montait vers les étages supérieurs. Il pensait que c'était un visiteur ou un livreur. Il n'y avait pas prêté attention sur le moment. Mais avec le recul, ce détail prend une toute autre dimension. Marc Delcourt n'aurait donc jamais disparu entre l'aéroport et son domicile. Il aurait fait un détour vers une adresse qu'il n'avait jamais mentionnée à personne. Les enquêteurs plongent dans les archives cadastrales et les registres de copropriété de l'immeuble du 18e. En 1988, plusieurs appartements étaient occupés par des locataires dont certains ont déménagé depuis longtemps. Mais un nom attire particulièrement l'attention, celui d'une femme, Sylvie Morel, qui louait un studio au 3e étage. Son bail s'est terminé brusquement en novembre 1988, quelques semaines après la disparition de Marc. Elle n'a jamais renouvelé le contrat et a quitté Paris sans laisser d'adresse de réexpédition. Retrouver Sylvie Morel devient une priorité. Les bases de données administratives sont interrogées. Après plusieurs jours de recherche, une adresse actuelle est identifiée dans le sud de la France. Sylvie a refait sa vie, changé de région, mais elle est toujours en vie. Les enquêteurs prennent contact avec elle par téléphone. Elle accepte de les rencontrer, bien qu'elle paraisse surprise et troublée par la réouverture de cette affaire. L'entretien a lieu dans un commissariat de province. Sylvie a aujourd'hui 77 ans. Elle est calme, posée, mais visiblement marquée par le poids des années. Lorsqu'on lui montre une photo de Marc Delcourt, elle hésite un instant, puis confirme qu'elle le connaissait. Elle explique qu'il se voyait de temps en temps, discrètement, depuis environ 2 ans. Marc ne lui avait jamais dit qu'il était marié, du moins pas au début. Elle l'avait découvert plus tard, mais leur relation avait continué malgré tout. Sylvie raconte que Marc venait la voir entre 2 déplacements professionnels, parfois pour quelques heures seulement. Il ne passait jamais la nuit. Il arrivait souvent en fin de journée, restait un moment, puis repartait. Elle savait qu'il menait une double vie, mais elle avait fini par accepter la situation. Elle ne posait pas de questions. Marc était discret, attentionné, mais distant. Il ne parlait jamais de sa famille, de ses projets, de ses soucis. Le soir du 18 octobre 1988, Marc est effectivement venu chez elle. Il était arrivé vers 19h45, peu après avoir quitté le taxi avenue Émile Zola. Il avait sa valise et sa mallette. Il paraissait fatigué, préoccupé. Sylvie se souvient qu'il n'a presque rien dit en arrivant. Il s'est assis dans le petit salon, a posé son badge sur la table basse et est resté silencieux un long moment. Elle lui a proposé un café. Il a refusé. Au bout d'une demi-heure environ, Marc a commencé à parler. Il a dit qu'il ne pouvait plus continuer comme ça, qu'il était épuisé, qu'il ne savait plus où il en était. Il n'a pas mentionné de menaces précises, pas de problèmes professionnels graves, pas de conflit familial ouvert. Juste une lassitude profonde, un sentiment d'impasse. Sylvie a tenté de le rassurer, de le calmer, mais Marc semblait déjà ailleurs. Il a fini par se lever et dire qu'il devait partir. Sylvie pensait qu'il rentrait chez lui, mais Marc a pris sa valise, laissé son badge sur la table et est sorti de l'appartement sans rien ajouter. Elle ne l'a jamais revu. Le lendemain matin, en voyant le badge encore là, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a attendu toute la journée, espérant qu'il reviendrait le chercher. Mais personne n'est venu. Alors, prise de panique, elle a décidé de déposer le badge anonymement au commissariat du 15e, pensant que cela pourrait aider s'il lui était arrivé quelque chose. Sylvie explique qu'elle n'a jamais osé se manifester ensuite. Elle avait peur d'être impliquée, peur que la famille de Marc découvre leur relation, peur d'être accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Elle a préféré se taire, déménager, effacer toute trace de cette période. Elle affirme ne rien savoir de ce qui est arrivé à Marc après qu'il a quitté son appartement ce soir-là. Elle ignorait même qu'il avait disparu jusqu'à ce que les enquêteurs la contactent en 2022. Ce témoignage ouvre une nouvelle brèche dans l'enquête. Marc n'a donc pas disparu entre le taxi et son domicile. Il a fait un détour volontaire vers un lieu que personne ne connaissait.
Il a passé une demi-heure chez Sylvie, a laissé son badge et est reparti dans un état troublé. Mais où est-il allé ensuite? A-t-il tenté de rentrer chez lui? A-t-il pris une autre direction? A-t-il croisé quelqu'un? A-t-il été victime d'un accident, d'une agression, d'un malaise? Les enquêteurs reconstituent le trajet possible de Marc après avoir quitté l'appartement de Sylvie. Le 18e arrondissement n'est pas très éloigné du 15e, mais il faut traverser plusieurs quartiers, prendre le métro ou marcher longuement. Aucun témoin n'a signalé avoir vu Marc dans les transports en commun ce soir-là. Aucun chauffeur de taxi n'a retrouvé de traces d'une course correspondante. Marc semble s'être volatilisé une seconde fois, cette fois-ci après avoir quitté Sylvie. Les hypothèses se multiplient à nouveau. Marc a-t-il décidé de partir définitivement, profitant de ce détour pour organiser sa disparition? Peu probable, puisqu'il n'avait rien préparé, aucun argent liquide en quantité, aucun plan apparent. A-t-il été victime d'une rencontre malencontreuse dans la rue? Possible, mais là encore, aucun témoignage, aucun corps retrouvé, aucune trace. A-t-il eu un malaise, un accident non signalé? Les hôpitaux et les services d'urgence n'ont enregistré aucun patient correspondant. Une autre piste est explorée. Marc aurait-il pu se rendre dans un hôtel, une gare, un lieu de passage où il aurait pu être pris en charge sans laisser de traces officielles? Les enquêteurs épluchent les registres des hôtels parisiens de l'époque, mais rien ne correspond. Les gares ne conservent plus d'archives exploitables de cette période. Les caméras de surveillance n'existaient presque pas en 1988, du moins pas dans les quartiers résidentiels. Marc a disparu dans une époque où la traçabilité numérique était encore très limitée. Le témoignage de Sylvie relance également l'enquête sur le plan psychologique. Marc était-il en état de détresse suffisant pour envisager un acte désespéré? Rien dans son passé ne laisse penser qu'il ait jamais eu des idées suicidaires. Sa famille, ses collègues, ses proches n'ont jamais évoqué de dépression, de propos alarmants, de comportements à risque. Mais ce soir-là, selon Sylvie, il était visiblement troublé, épuisé, perdu. Peut-être a-t-il pris une décision brutale, impulsive, sans réfléchir aux conséquences. Les berges de la Seine, les ponts, les espaces isolés de Paris sont passés en revue. Aucun corps correspondant au signalement de Marc n'a été repêché dans les jours, semaines ou mois qui ont suivi. Aucun signalement tardif ne correspond. Les services de la morgue n'ont enregistré aucun corps non identifié correspondant à l'époque. Si Marc a mis fin à ses jours, cela s'est fait dans un lieu où son corps n'a jamais été retrouvé. Une hypothèse qui reste envisageable, mais difficile à confirmer. Les enquêteurs tentent également de retracer les derniers mouvements de Marc avant son départ pour Milan. Ils interrogent à nouveau ses collègues, fouillent dans les archives de l'entreprise, vérifient les notes de frais, les réservations d'hôtels. Rien d'anormal. Marc menait sa vie professionnelle de manière routinière. Aucun signe de stress inhabituel, aucun conflit avec un client, aucun problème financier personnel. Tout semblait sous contrôle, du moins en apparence. Mais le badge retrouvé pose une question essentielle. Pourquoi Marc l'a-t-il laissé chez Sylvie? Était-ce un geste intentionnel, un signe qu'il ne comptait pas revenir? Était-ce un simple oubli, un acte banal dû à la fatigue? Sylvie affirme ne pas savoir. Marc n'a rien dit en le posant sur la table. Il ne l'a pas regardé, ne l'a pas commenté. C'était peut-être un réflexe, un geste machinal, ou peut-être un adieu silencieux. En 2023, l'enquête prend une nouvelle tournure grâce à l'exploitation des technologies modernes. Les enquêteurs décident de lancer un appel à témoins médiatiques, relayé par plusieurs médias nationaux et réseaux sociaux. L'affaire refait surface dans l'actualité. Des dizaines de personnes contactent les services de police, certaines avec des informations vagues, d'autres avec des souvenirs plus précis. Parmi ces témoignages, l'un d'eux retient particulièrement l'attention. Un homme aujourd'hui retraité affirme avoir croisé Marc Delcourt le soir du 18 octobre 1988, vers 20h30, dans le quartier de Montmartre. Il se souvient de lui parce qu'il portait une valise et semblait désemparé, comme s'il cherchait son chemin. Le témoin, qui travaillait alors comme livreur de nuit, avait proposé son aide. Marc avait refusé poliment, disant qu'il savait où aller. Le témoin ne l'avait jamais revu et n'avait fait aucun lien avec une disparition à l'époque. Ce témoignage est crucial. Il situe Marc dans un quartier éloigné de son domicile et de l'appartement de Sylvie, environ 1 heure après avoir quitté cette dernière.
Montmartre n'est pas sur le trajet direct entre le 18e et le 15e. Marc aurait donc fait un nouveau détour vers une destination encore inconnue. Les enquêteurs tentent de comprendre ce qui aurait pu l'attirer dans ce secteur. Aucun lien évident n'apparaît dans son passé, ni familial, ni professionnel. Les archives de la ville sont à nouveau consultées. En 1988, Montmartre comptait plusieurs hôtels bon marché, des cafés ouverts tard, des lieux de passage fréquentés par une population variée. Marc aurait-il cherché un endroit où dormir, où réfléchir, où disparaître temporairement? Les registres des hôtels de l'époque sont incomplets, mais certains établissements ont conservé des traces manuscrites. Aucun nom correspondant à Marc Delcourt n'apparaît. Mais il aurait pu utiliser un faux nom payé en liquide, ne laisser aucune trace officielle. Une autre hypothèse émerge. Marc aurait-il pu avoir un second rendez-vous ce soir-là avec une autre personne dans un autre lieu? Sylvie affirme qu'il ne lui a jamais parlé d'un tel rendez-vous. Mais Marc était secret, discret, habitué à compartimenter sa vie. Il aurait très bien pu avoir un autre contact, un autre lien, une autre raison de se rendre à Montmartre. Les enquêteurs explorent cette piste, mais aucune preuve concrète ne vient l'étayer. Les témoignages affluent, mais beaucoup sont contradictoires ou imprécis. Certains affirment avoir vu un homme ressemblant à Marc dans des lieux variés de Paris, à des dates différentes. D'autres évoquent des rumeurs, des on-dit, des souvenirs flous. Il devient difficile de trier l'information pertinente du bruit ambiant. Les enquêteurs doivent faire preuve de prudence, vérifier chaque élément, recouper les sources. Le risque de fausses pistes est élevé. Parallèlement, une analyse génétique est lancée sur le badge retrouvé. Les techniques modernes permettent de détecter des traces d'ADN, même sur des objets anciens. Le badge est examiné en laboratoire. Des traces sont effectivement trouvées, mais elles ne correspondent à aucune base de données existante. Aucun ADN suspect, aucune empreinte suspecte. Le badge semble avoir été manipulé uniquement par Marc et par Sylvie. Aucun tiers identifiable n'apparaît. Les enquêteurs tentent également de reconstituer le parcours psychologique de Marc dans les semaines précédant sa disparition. Ils interrogent à nouveau sa famille, ses amis proches, ses collègues de longue date. Plusieurs personnes mentionnent que Marc semblait plus distant dans les mois précédant octobre 1988. Il parlait moins, sortait moins, semblait préoccupé. Mais personne n'avait pensé à creuser davantage. Marc était perçu comme un homme réservé qui gardait ses soucis pour lui. Un ancien collègue révèle que Marc avait évoqué, quelques semaines avant sa disparition, l'idée de tout recommencer ailleurs, de changer de vie, de partir loin. Il avait dit cela sur le ton de la blague, sans insister. Personne n'y avait vraiment prêté attention. Mais avec le recul, ce propos prend une toute autre dimension. Marc envisageait-il réellement de fuir, de rompre avec son quotidien, de tout abandonner? Ou était-ce simplement une lassitude passagère exprimée dans un moment de fatigue? Les relevés bancaires de Marc sont réexaminés sur plusieurs mois avant la disparition. Aucun retrait anormal, aucune transaction suspecte, aucun achat inhabituel. Marc vivait de manière ordinaire, sans dépenses excessives, sans signe de préparation d'un départ. Aucun billet d'avion ou de train acheté à l'avance. Aucun compte ouvert à l'étranger, aucun mouvement d'argent significatif. Si Marc a voulu disparaître, il ne l'a pas planifié financièrement. Les services fiscaux et sociaux sont également consultés. Aucune demande de carte d'identité ou de passeport n'a été formulée par Marc après octobre 1988. Aucun changement de domicile enregistré, aucune démarche administrative connue. Marc Delcourt n'existe plus administrativement après cette date. Il est devenu un fantôme, un nom sans existence légale, sans trace, sans présence. Une situation rarissime qui alimente toutes les hypothèses. Les enquêteurs explorent également la piste d'un éventuel réseau, d'une organisation, d'un groupe qui aurait pu faire disparaître Marc. Mais aucun élément ne va dans ce sens. Marc n'avait pas d'activité illégale connue, pas de dette envers des créanciers dangereux, pas de lien avec des milieux criminels. Il menait une vie banale, sans danger apparent. L'hypothèse d'un enlèvement ciblé paraît peu crédible. Une autre possibilité est envisagée. Marc aurait-il pu être victime d'une agression opportuniste, d'un vol qui aurait mal tourné? Paris, en 1988, connaissait des zones où la sécurité était moins assurée qu'aujourd'hui. Certains quartiers, certaines rues, certains passages étaient réputés dangereux la nuit. Marc, seul, avec une valise, aurait pu être une cible facile. Mais là encore, aucun corps,
Aucun signalement, aucune trace. Si Mark a été agressé, cela s'est passé sans témoin, sans trace, sans suite. Les enquêteurs décident de refaire une reconstitution du trajet possible de Mark entre l'appartement de Sylvie et Montmartre. Ils marchent, chronomètrent, observent les rues, les intersections, les lieux de passage. Ils tentent de comprendre ce qui aurait pu se passer. Mais 34 ans plus tard, Paris a changé. Certains immeubles ont été rénovés, certaines rues ont été modifiées, certains commerces ont disparu. Il devient difficile de reconstituer fidèlement l'environnement de 1988. Malgré tous ces efforts, l'enquête piétine à nouveau. Chaque piste ouvre de nouvelles questions, mais aucune ne débouche sur une réponse définitive. Mark Delcourt reste un mystère. Un homme qui a disparu entre deux mondes, entre deux vies, entre deux moments. Un homme qui a laissé derrière lui une femme, des enfants, des proches, et une absence qui pèse encore aujourd'hui. Les enquêteurs ne baissent pas les bras. Ils continuent de creuser, de vérifier et de recouper. Ils savent que la vérité est quelque part enfouie dans un détail, dans un témoignage oublié, dans une pièce manquante du puzzle. Mais ils savent aussi que le temps joue contre eux. Les témoins vieillissent, les souvenirs s'effacent, les preuves disparaissent. Mark Delcourt est devenu une ombre, un nom dans les archives, une énigme qui résiste à tous les efforts. En 2024, l'affaire connaît un rebondissement inattendu. Un journaliste d'investigation spécialisé dans les cold cases décide de consacrer un podcast à la disparition de Mark Delcourt. Il mène ses propres recherches, interroge des témoins, fouille dans les archives publiques. Son travail attire l'attention de plusieurs personnes qui n'avaient jamais été contactées par la police. Parmi elles, une femme qui vivait dans le même immeuble que Sylvie en 1988. Cette voisine, aujourd'hui âgée de 75 ans, se souvient très bien de la soirée du 18 octobre. Elle affirme avoir entendu une dispute dans le couloir vers 20h15. Elle ne connaissait pas les personnes impliquées, mais elle se souvient que les voix étaient fortes, tendues. L'une des voix était celle d'un homme, l'autre celle d'une femme. Elle n'a pas osé sortir de chez elle, mais elle a entendu une porte claquer, puis plus rien. Elle pensait que c'était un couple qui se disputait, rien d'exceptionnel. Ce témoignage contredit en partie la version de Sylvie. Sylvie avait affirmé que Mark était resté calme, qu'il n'y avait eu aucune dispute, aucun éclat de voix. Pourquoi cette différence? La voisine se trompe-t-elle? Confond-elle avec un autre jour? Ou bien Sylvie a-t-elle minimisé les faits pour se protéger, pour éviter d'être davantage impliquée? Les enquêteurs décident de réinterroger Sylvie en lui présentant ce nouveau témoignage. Sylvie, confrontée à cette information, finit par reconnaître qu'il y a eu une altercation. Elle explique que Mark était très agité ce soir-là, qu'il lui reprochait de ne pas comprendre sa situation, qu'il se sentait étouffé, perdu. Elle avait tenté de le calmer, mais la discussion avait dégénéré. Mark avait haussé le ton, elle aussi. Finalement, il était parti brusquement, sans vraiment conclure la conversation. Sylvie affirme qu'elle n'avait pas voulu en parler avant, de peur d'être accusée de quoi que ce soit. Cette révélation change à nouveau la perspective. Mark n'était donc pas seulement fatigué ou préoccupé. Il était en état de crise, de tension extrême. Il cherchait peut-être une issue, une solution, un moyen de sortir de l'impasse dans laquelle il se sentait coincé. Sylvie représentait une partie de sa vie qu'il ne pouvait plus gérer. Sa famille en représentait une autre. Mark était pris entre deux mondes incompatibles et il ne savait plus comment s'en sortir. Les enquêteurs tentent de reconstituer l'état émotionnel de Mark à ce moment précis. Ils consultent des psychologues spécialisés dans les comportements de crise. Ces experts suggèrent que Mark aurait pu être en proie à une dissociation, un état dans lequel une personne perd temporairement le sens de son identité, de ses repères. Dans cet état, les décisions deviennent imprévisibles, les actions peuvent sembler irrationnelles. Mark aurait pu errer sans but, sans plan, sans destination claire. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Mark a été vu à Montmartre, loin de tout lieu logique pour lui. Il aurait pu marcher sans réfléchir, guidé par une impulsion inconsciente, cherchant inconsciemment un endroit où disparaître, où échapper à tout. Les experts suggèrent également que dans un tel état, Mark aurait pu prendre une décision extrême, sans vraiment en mesurer les conséquences. Un passage à l'acte brutal, inattendu, sans préparation. Les enquêteurs revisitent les lieux possibles où Mark aurait pu mettre fin à ses jours. Les ponts de Paris, les quais, les espaces isolés, les chantiers de l'époque.
Aucun élément nouveau ne ressort. Si Marc a mis fin à ses jours, cela reste introuvable. Aucun corps n'a jamais été identifié, aucun signalement ne correspond. Marc Delcourt semble s'être évaporé sans laisser de traces matérielles, sans signe de violence, sans preuve de sa fin. Une autre piste est explorée. Marc aurait-il pu être victime d'un accident dans un lieu où son corps n'aurait jamais été retrouvé? Les égouts de Paris, les chantiers du métro, les sites industriels désaffectés de l'époque. Les enquêteurs consultent les archives de la RATP, de la ville de Paris, des entreprises de travaux publics. Aucun incident signalé, aucun corps retrouvé dans ces lieux. Marc reste invisible. Le podcast du journaliste génère un regain d'intérêt pour l'affaire. Des milliers de personnes suivent l'enquête, partagent des théories, proposent des pistes. Certaines sont fantaisistes, d'autres plus réfléchies. Mais aucune ne débouche sur une preuve tangible. Marc Delcourt est devenu une figure énigmatique, un symbole de ces disparitions inexpliquées qui hantent les familles pendant des décennies. Les enquêteurs tentent également de comprendre pourquoi Sylvie a quitté Paris si rapidement après la disparition de Marc. Elle affirme que c'était par peur, par culpabilité, par besoin de fuir un souvenir douloureux. Elle ne voulait pas être associée à cette histoire, ne voulait pas que sa relation avec Marc soit révélée. Elle avait peur des conséquences, peur du jugement, peur d'être impliquée dans une enquête criminelle. Alors elle a préféré partir, recommencer ailleurs, effacer toute trace. Mais cette fuite rapide pose question. Sylvie avait-elle peur de quelque chose ou de quelqu'un en particulier? Savait-elle quelque chose qu'elle n'a pas dit? Les enquêteurs la pressent de questions, mais Sylvie maintient sa version. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à Marc après qu'il a quitté son appartement. Elle ne l'a jamais revu, jamais entendu parler de lui. Elle a appris sa disparition bien plus tard, par hasard, et a préféré ne rien dire. Les enquêteurs vérifient les relevés téléphoniques de Sylvie à l'époque. Aucun appel suspect, aucun contact avec des personnes liées à Marc, aucun échange qui pourrait indiquer une complicité ou une implication. Sylvie semble réellement avoir coupé tous les ponts avec cette période de sa vie. Elle a déménagé, changé de numéro, refait sa vie. Elle n'a conservé aucun objet, aucune photo, aucun souvenir de Marc, comme si elle avait voulu tout effacer. Les enfants de Marc, aujourd'hui adultes, sont également interrogés à nouveau. Ils ont grandi avec l'absence de leur père, sans réponse, sans explication. Ils ont appris l'existence de Sylvie par l'enquête récente. Cette révélation a été douloureuse, mais elle leur a permis de comprendre que leur père menait une vie plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Ils ne savent toujours pas ce qui lui est arrivé, mais ils espèrent enfin obtenir des réponses. La femme de Marc, décédée en 2010, n'a jamais su la vérité. Elle est partie sans savoir ce qui était arrivé à son mari, sans comprendre pourquoi il avait disparu cette nuit-là. Elle a passé des années à espérer, à chercher, à interroger. Elle n'a jamais refait sa vie complètement, gardant toujours une part d'elle-même en attente de son retour. Sa mort a laissé un vide supplémentaire dans cette histoire déjà marquée par l'absence. Les enquêteurs continuent de fouiller, de chercher, de recouper. Ils savent qu'ils sont proches de quelque chose, d'un détail qui pourrait tout éclairer. Mais ce détail se dérobe encore. Marc Delcourt reste une énigme, une disparition qui défie toutes les explications rationnelles. Un homme qui a quitté son quotidien un soir d'octobre et n'est jamais revenu. Un homme qui a laissé derrière lui un badge, une valise et un mystère qui perdure. En 2025, 37 ans après la disparition, l'enquête est toujours ouverte. Les dossiers ont été numérisés, les témoignages archivés, les pistes répertoriées, mais aucune conclusion définitive n'a été atteinte. Marc Delcourt est officiellement porté disparu, sans présomption de décès, sans explication claire. Son nom figure dans les bases de données des personnes disparues, accessibles aux enquêteurs du monde entier, au cas où une nouvelle information surgirait un jour. Les enquêteurs actuels, qui n'ont pas connu l'affaire en 1988, abordent le dossier avec un regard neuf. Ils utilisent des technologies que leurs prédécesseurs n'avaient pas. Reconnaissance faciale sur des photos d'archives, analyse de données massives, croisement automatique de témoignages. Mais malgré ces outils modernes, Marc reste invisible. Aucun résultat probant ne ressort des algorithmes. Aucune photo ne correspond dans les bases de données publiques ou privées. Une hypothèse récente suggère que Marc aurait pu être victime d'une amnésie dissociative, une condition rare où une personne
perd brutalement sa mémoire et son identité, et commence une nouvelle vie sans se souvenir de son passé. Des cas similaires ont été documentés, bien que rarissimes. Si Mark a vécu cela, il aurait pu errer, adopter une nouvelle identité, vivre ailleurs sans jamais réaliser qui il était vraiment. Mais cette hypothèse est difficile à vérifier sans preuves concrètes. Les enquêteurs tentent de retrouver des traces de Mark sous d'autres identités possibles. Ils explorent les registres de SDF, les centres d'accueil, les hôpitaux psychiatriques, les structures d'aide aux personnes en errance. Aucun individu correspondant au signalement de Mark n'a été signalé. Si Mark a vécu dans la rue, s'il a été pris en charge par des services sociaux, cela ne laisse aucune trace exploitable. Ou bien ces traces ont disparu avec le temps. Une autre piste envisage que Mark ait pu quitter la France, traverser une frontière, refaire sa vie ailleurs sous une fausse identité. En 1988, les contrôles frontaliers étaient moins stricts qu'aujourd'hui, surtout en Europe. Mark aurait pu passer en Belgique, en Suisse, en Espagne, sans laisser de traces officielles. Mais là encore, aucun élément concret ne vient appuyer cette hypothèse. Mark n'avait pas de contact connu à l'étranger, pas de raison apparente de fuir le pays. Les enquêteurs consultent également les archives d'Interpol, les bases de données internationales de personnes disparues, les registres de décès non identifiés dans plusieurs pays européens. Aucun corps correspondant au signalement de Mark n'a été enregistré. Aucun décès suspect en 1988 ou dans les années suivantes ne correspond à son profil. Mark semble avoir disparu sans laisser de traces, ni en France, ni ailleurs. Les proches de Mark continuent de chercher des réponses. Ses enfants ont créé un site internet dédié à sa disparition, où ils partagent des photos, des témoignages, des appels à témoins. Ils espèrent qu'un jour, quelqu'un reconnaîtra leur père, se souviendra de quelque chose, apportera un élément nouveau. Mais les années passent, et rien ne vient. Mark reste une absence, un vide, une question sans réponse. Sylvie, de son côté, a accepté de participer à un documentaire télévisé sur l'affaire. Elle raconte son histoire, exprime ses regrets, sa culpabilité de ne pas avoir parlé plus tôt. Elle affirme ne rien savoir de plus que ce qu'elle a déjà dit aux enquêteurs. Elle espère que son témoignage aidera à comprendre ce qui s'est passé, même si elle sait qu'elle n'aura probablement jamais de réponse définitive. Elle vit avec ce poids depuis des décennies. Les experts qui ont étudié le dossier s'accordent sur un point. La disparition de Mark Delcourt est l'une des plus troublantes de ces dernières décennies. Pas de violence apparente, pas de mobile clair, pas de traces exploitables. Juste un homme qui a quitté son quotidien un soir d'octobre et n'est jamais revenu. Un homme qui a laissé derrière lui des questions, des doutes, des souffrances. Certains théorisent que Mark a tout simplement choisi de disparaître, de tout abandonner, de recommencer ailleurs sous une autre identité. Que ce soit par lassitude, par désespoir ou par désir de liberté, Mark aurait pris la décision de rompre définitivement avec sa vie passée. Mais pourquoi ne pas avoir préparé ce départ? Pourquoi ne pas avoir pris de l'argent, des affaires, des documents? Pourquoi partir dans un tel état de confusion? D'autres pensent que Mark a été victime d'un accident, d'un malaise, d'un événement brutal qui l'a empêché de rentrer chez lui, que son corps repose quelque part, dans un lieu inaccessible, oublié, où personne n'a jamais cherché, que la vérité est enfouie sous des tonnes de béton, de terre, de déchets, que Mark est devenu une victime anonyme, une disparition parmi tant d'autres. Certains évoquent des hypothèses plus sombres, une agression, un enlèvement, un meurtre dont le corps n'a jamais été retrouvé, que Mark a croisé la mauvaise personne au mauvais moment, qu'il a été victime d'une violence aléatoire, d'un crime opportuniste, que son corps a été caché, détruit ou simplement jamais découvert. Mais aucune preuve ne vient soutenir cette théorie. Aucun suspect, aucun témoin, aucun indice. Les enquêteurs admettent qu'ils n'ont pas toutes les réponses, qu'il existe probablement une pièce manquante, un détail oublié, un témoignage non recueilli qui pourrait tout éclairer. Mais après 37 ans, les chances de retrouver cette pièce diminuent chaque jour. Les témoins disparaissent, les souvenirs s'effacent, les preuves se perdent. Mark Delcourt devient peu à peu une légende urbaine, une histoire racontée, une énigme qui restera peut-être à jamais irrésolue. Pourtant, l'enquête reste ouverte. Les enquêteurs continuent de recevoir des appels, des mails, des messages de personnes qui pensent avoir une information. Chaque piste est vérifiée,
Chaque témoignage est analysé. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, un détail surgira. Une photo retrouvée, un témoignage tardif, un aveu surprenant. Quelque chose qui permettra enfin de comprendre ce qui est arrivé à Marc Delcourt ce soir d'octobre 1988. En attendant, Marc reste un mystère. Un homme qui a disparu entre deux vies, entre deux mondes, entre deux instants. Un homme qui a laissé derrière lui une famille, des proches, et une absence qui pèse encore aujourd'hui. Un homme dont le destin reste suspendu, quelque part entre la vie et la mort, entre l'oubli et la mémoire. Les enfants de Marc continuent de vivre avec cette incertitude. Ils ont grandi sans père, sans explication, sans réponse. Ils ont appris à vivre avec le vide, avec les questions, avec l'absence. Mais ils n'ont jamais cessé de chercher. Ils n'ont jamais cessé d'espérer qu'un jour ils sauront, qu'un jour ils pourront enfin tourner la page, qu'un jour l'énigme Marc Delcourt sera résolue. Mais pour l'instant, ce jour n'est pas arrivé. Marc Delcourt reste une disparition inexpliquée. Un cold case qui défie toutes les tentatives de résolution. Un homme qui a quitté son quotidien un soir d'octobre et n'est jamais revenu. Un homme dont le destin reste à jamais incertain. L'affaire Marc Delcourt illustre à quel point certaines disparitions peuvent défier toute logique, toute explication rationnelle. Un homme ordinaire, sans ennemi connu, sans problème apparent, disparaît en pleine ville sans laisser de traces. 37 ans plus tard, malgré tous les efforts, toutes les technologies, tous les témoignages, la vérité reste hors de portée. Marc est devenu une ombre, un nom dans les archives, une question sans réponse. Ce badge retrouvé en 2022 a permis de relancer l'enquête, de découvrir une partie cachée de la vie de Marc, de comprendre un peu mieux son état d'esprit ce soir-là. Mais il n'a pas suffi à résoudre le mystère. Marc Delcourt reste introuvable, absent, disparu. Quelque part entre Paris et l'inconnu, il a quitté le monde visible sans laisser de traces. Et peut-être ne le retrouvera-t-on jamais. Cette affaire rappelle que certaines énigmes résistent au temps, aux enquêtes, aux technologies. Que certaines vérités restent enfouies, inaccessibles, cachées dans les replis de l'histoire. Marc Delcourt est l'une de ces énigmes, un homme qui a disparu un soir d'octobre 1988 et dont le destin reste à jamais incertain. Une histoire sans fin, une question sans réponse, un mystère qui continuera de hanter ceux qui cherchent la vérité.